Bonjour à tous, c'est Shred, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la blockchain. Aujourd'hui, je vais vous parler du lexique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon technique qui est souvent utilisé pour parler des projets ou des performances en général. Donc je vais vous les détailler à travers plusieurs vidéos. C'est donc la première d'une petite série. On se retrouve directement après l'intro. Et pour commencer, un airdrop. Le airdrop, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de distribution de tokens d'un projet vers des wallets privés, qui est totalement gratuite. Il suffit de remplir les conditions qui ont été posées au préalable par le projet. Le bear market et le bull run. Quand le marché subit une forte baisse d'au moins 20%, on appelle ça un bear market. Le bull run, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse, lorsqu'il y a un signal haussier qui est fort, que le marché remonte, on va appeler ça un bull run. C'est des termes qui sont utilisés pour parler généralement des marchés financiers. Ce n'est pas propre à la crypto-monnaie. La blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de stockage de données dans des blocs. Chaque bloc va répertorier un grand nombre de transactions et ces données-là vont être actualisées en temps réel et ne seront pas modifiables. Car la chaîne est sécurisée par des ordinateurs en temps réel qui assurent sa stabilité. Donc comme ça peut paraître compliqué à comprendre. Je vous ferai une prochaine vidéo avec une explication imagée qui rendra ça beaucoup plus simple. La clé privée et la clé publique. La clé privée, c'est un code crypté qui est relié au wallet d'un utilisateur et qui va lui permettre d'effectuer des transactions à partir de ce wallet-là. Donc vous pourrez aussi bien faire un transfert de crypto-monnaie que prouver que vous êtes le détenteur d'un NFT ou d'un document d'identité qui est stocké dans votre wallet. Donc celle-ci, elle est propre. Il n'y a que le propriétaire du wallet qui la possède. A l'inverse, vous avez la clé publique qui, elle, va retracer toutes les transactions qui ont été faites à partir de ce même wallet, mais ce sera la version visible de l'iceberg. Ce sera, si vous voulez, la clé de code qui sera retranscrite sur la blockchain, donc celle qui sera identifiable par les autres utilisateurs. Chaque clé publique est donc associée à une clé privée, mais il n'y a aucun moyen de remonter la clé privée à partir d'une clé publique. Donc voilà tout l'intérêt de posséder ces clés privées. On y reviendra un petit peu plus tard, mais ça vous permet de contrôler entièrement vos fonds et tout ce qui est stocké sur votre wallet. Le coin et le token. Un coin, ça va être le jeton d'un projet qui utilise sa propre blockchain. A l'inverse, un token, ça va être un jeton qui fonctionne sur une blockchain déjà existante. Et donc une blockchain qui n'a pas été créée par le projet lui-même. Un consensus. Un consensus ou un algorithme de consensus, ça va être un accord qui a été fixé entre tous les acteurs d'une blockchain pour déterminer la façon dont on allait la sécuriser. Et donc c'est à partir de ce constat-là, de ce consensus-là, que tout l'écosystème va être créé. Il y a donc deux consensus qui sont les plus connus parmi le monde de la blockchain, c'est le POS et le POW. Et donc le POS, le Proof of Stake, ou bien en français la preuve d'enjeu, c'est la sécurisation de la blockchain par le verrouillage de crypto-monnaies. Le second algorithme de consensus, c'est le Proof of Work. Le Proof of Work, ou bien la preuve de travail en français, consiste à faire travailler de puissants ordinateurs pour résoudre des équations complexes et sécuriser de la même manière les blocs d'une blockchain. Il faut savoir qu'il y a énormément de débats entre ces deux algorithmes de consensus sur le monde de crypto et blockchain. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, mais il faut savoir que le POS, le Proof of Stake, est un consensus qui va être beaucoup moins gourmand en énergie et qui sera peut-être plus centralisé, au contraire du Proof of Work, qui lui sera beaucoup plus gourmand en énergie, plus décentralisé, étant donné que c'est chaque ordinateur indépendamment qui va constituer ce réseau-là, et il est aussi beaucoup plus sécurisé. La crypto-monnaie. C'est donc un outil numérique qui va permettre le transfert de valeur de pair à pair, sécurisé par de la cryptographie. Et donc chaque transfert de valeur effectué va être retranscrit sur un registre, sur une grande base de données qui elle-même est la blockchain. Petite interruption, si vous avez appris quelque chose au cours de la vidéo, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu pour m'encourager et également mettre en commentaire les prochains mots que vous voudriez que j'explique.
Allez, c'est reparti, la décentralisation, l'immuabilité et la scalabilité. J'ai choisi de regrouper ces trois mots pour vous les expliquer à travers un contexte, celui du trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est donc 3 points, 3 valeurs que la blockchain parfaite devrait remplir. La problématique actuelle, c'est de développer au maximum chacun de ces 3 points. Donc selon les projets, il y en a qui font des choix et qui vont en prioriser certains par rapport à d'autres. Donc le premier point, c'est la décentralisation. C'est le fait que le projet appartienne à la communauté. Ce soit elle qui fasse les choix importants. Ce n'est donc pas une entité seule qui a le contrôle total de la blockchain ou du projet, comme pourrait le faire une entreprise. L'immuabilité. L'immuabilité, c'est comme la sécurité. C'est le fait qu'on ne puisse pas modifier ce qui a été inscrit sur la blockchain. C'est donc un des principes fondateurs de la blockchain et ce sur quoi tout l'écosystème a été construit. 3. La scalabilité. La scalabilité, c'est le fait pour un réseau de pouvoir accueillir un grand nombre de transactions ou d'utilisateurs. Une blockchain qui est énormément décentralisée, donc gérée par la communauté, qui est fortement immuable, donc qui est très bien sécurisée, mais qui n'est pas scalable, soit qui peut accueillir une transaction par minute. Elle n'a aucun sens, parce qu'elle est peut-être parfaite à l'image de certains, mais avec on ne va pas pouvoir développer un réseau conséquent à la demande. Donc finalement, il faut arriver à jongler entre ces trois caractéristiques-là. Un fork. Un fork, c'est le fait de créer une version alternative d'une blockchain existante afin d'en modifier certains paramètres. C'est par exemple le mécanisme qui a été utilisé lorsqu'on est passé de l'ETC, l'Ethereum classique, à l'ETH, l'Ethereum qu'on connaît aujourd'hui. Le halving. Vous avez forcément déjà entendu parler du halving, c'est un événement qui a lieu sur le réseau Bitcoin environ tous les 4 ans et plus précisément tous les 210 000 blocs minés. Ce qu'il va se passer, c'est que la récompense qui est attribuée aux mineurs, aux personnes qui sécurisent ce réseau, va être divisée par 2. Donc le Bitcoin va se faire encore plus rare. Tout ça dans l'objectif de respecter un engagement qui a été fait au début du Bitcoin. Pas plus de 21 millions de Bitcoins ne pourront être en circulation sur le réseau. Et donc on arrivera dans plusieurs années à un moment où aucun nouveau Bitcoin ne seront créés. Un mainnet et un testnet. Le mainnet, c'est le réseau principal d'un projet qui va être utilisé par la communauté. Il s'oppose aux testnets qui sont des réseaux parallèles au réseau principal et qui vont être principalement utilisés par les projets pour faire des tests sur des prochaines mises à jour. Un mixeur. Un mixeur de crypto-monnaies, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a quelques mois, il y a eu de très fortes actualités autour de Tornado Cash. C'est donc un protocole qui vise à mélanger la totalité des crypto-monnaies qui lui sont confiées afin de rendre les transactions intraçables. Ça va donc permettre de conserver votre anonymat et d'éviter que toutes vos transactions soient visibles aux yeux de tous. Le smart contract, ou contrat intelligent en français, c'est donc un contrat qui va se réaliser de façon autonome sur la blockchain une fois les conditions spécifiées remplies. Je donne un exemple pour que ce soit plus parlant. Je prends une utilité très simple. Je veux qu'une fois le 10 millième bloc d'une blockchain soit validé, j'ai automatiquement 10% de mes fonds qui soient transférés au portefeuille de mon ami. Je vais donc coder un smart contract et donc dès que le 10 millième bloc va être validé, à l'instant même ce contrat va donc se mettre en marche et 10% de mon wallet vont donc être prélevés pour les envoyer sur celui de mon ami. C'est une illustration qui est très simple pour vous imaginer l'utilité d'un smart contract, mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes avec, comme de nombreuses applications décentralisées. Et donc on finit avec les deux derniers mots, le Solidity. Le Solidity, c'est le langage qui va être utilisé pour coder des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum et le réseau ERC20. Enfin, un wallet. Un wallet, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez connaître à peu près son utilité. C'est simplement un portefeuille qui va permettre de stocker vos crypto-monnaies. Je tenais à faire une précision sur ce mot-là. Il y a les wallets custodial et les wallets non custodial. Un wallet non custodial, c'est-à-dire un wallet non hébergé, c'est un wallet où vous allez pouvoir conserver vos clés privées. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous êtes maître de vos fonds. A l'inverse, sur les wallets custodial, vous ne détenez pas vos clés privées, c'est par exemple les wallets que vous possédez sur des plateformes centralisées comme Binance, Coinbase ou encore FTX. D'où l'utilité de transférer vos fonds sur des wallets non custodial pour pouvoir conserver toute votre liberté. C'est la fin de cette vidéo, j'ai essayé d'utiliser
un vocabulaire assez simple et des exemples parlants pour vous permettre de comprendre mieux chaque terme. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sûrement la partie 2. Ciao!